est champion du monde. Ça, c'est un fait. Mbappé est le meilleur joueur du monde. Ça, c'est une opinion. Est-ce que tu as capté la différence entre les deux? Pas du tout? Bouge pas, je t'explique. Un fait, c'est objectif. Ça se vérifie. Ça décrit la réalité. Une opinion, eh bien, c'est subjectif. C'est comment toi, tu perçois les choses. Donc, les faits sont les mêmes pour tout le monde. Mais chacun peut avoir une opinion différente. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, on donne autant, voire plus d'importance aux opinions qu'aux faits eux-mêmes. Par exemple, dans les émissions de débat ou sur les réseaux sociaux, tout le monde donne son avis. Ça fait qu'à la fin, on ne sait même plus de quoi on parle. Pour te forger un esprit critique, c'est important de bien garder les faits en tête. Après, tu peux te faire ta propre opinion. Alors, t'as capté? Mbappé est champion du monde. Bonjour à tous, bienvenue à ce webinaire organisé par Europress à destination des professeurs documentalistes et je vous salue tous, vous qui êtes connectés si nombreux, on est vraiment très heureux de vous accueillir à ce webinaire, d'autant plus que nous imaginons que vous êtes en pleine préparation de la semaine de la presse qui prend de plus en plus d'ampleur et puis devient presque le mois de la presse et où l'EMI est reine dans les écoles. Alors, durant ce webinaire, en 1 heure de temps, nous allons bien entendu parler de EMI, de comprendre quelles sont les évolutions des enjeux, comment sont les évolutions aussi de l'accompagnement, des pratiques, quelle est la place de l'EMI aujourd'hui dans les écoles et plus largement dans la société. Et surtout, nous allons essayer d'être très concrets et de vous apporter des solutions, des ressources qui existent, qui sont franchement chouettes. Et vous avez pu voir une de ces vidéos trop mytho dont nous reparlerons tout à l'heure, faite par l'association Lumière sur l'info. En tout cas, pour parler de toutes ces ressources qui sont à votre disposition, je suis très heureuse de vous présenter nos intervenants du jour qu'on est vraiment très heureux d'accueillir. Alors, je vais être très mal polie, je vais commencer par moi qui vous parle depuis tout à l'heure. Donc, je m'appelle Cindy Bétan, je m'occupe de la communication pour la solution Europress et j'ai le grand plaisir d'inviter sans aucun ordre précis Thomas Huchon. Bonjour Thomas. Thomas, on a fait les tests, on sait qu'on t'entend, alors s'il te plaît. Bonjour. Formidable. C'était la blague. Ah, ça, c'est pas drôle. Thomas, merci beaucoup d'être avec nous. On est ravis de t'avoir. Donc, Thomas Huchon, un journaliste un petit peu bizarre, qui préfère manifestement les fausses informations aux vraies. J'en rigole, mais tu nous expliqueras tout ça. En tout cas, spécialiste du web et des infox et qui est là aujourd'hui aussi en tant que fondateur de l'association Conspi Hunter. Et évidemment, on va en parler durant ce webinaire. Lila, bonjour. Bonjour. Donc Lila, eh bien toi tu opères aussi chez Europress, tu t'occupes des établissements qui sont abonnés à Europress depuis de nombreuses années et donc tu vas aussi pouvoir témoigner de ce que tu vois sur le terrain et de comment Europress accompagne en cette période de semaine de la presse les profs doc particulièrement. Oui. Et enfin Damien Fleureau, bonjour. Bonjour à tous. Merci beaucoup d'être là également. Donc, Damien, tu représentes donc l'association Lumière sur l'info, dont tu vas nous parler plus précisément et nous dire justement comment toi tu vois les choses sur cette évolution et ce que Lumière sur l'info apporte au quotidien aux professeurs documentalistes. Et puis, accessoirement, tu es journaliste, rédacteur en chef adjoint sur TF1. Accessoirement. En tout cas, bonjour à tous et merci beaucoup d'être avec nous. Alors, pour commencer, je vais vous interroger en vous posant une question assez simple à chacun. Peut-être, Damien, tu pourras commencer. J'aimerais, vous qui faites la tournée des lycées toute l'année avec vos associations, qui voyez vraiment le terrain, j'aimerais un petit peu votre vision, comment vous voyez l'évolution de la place de l'EMI à l'école,
Qu'est-ce qui va dans le bon sens? Qu'est-ce qui est plus compliqué? Comment vous voyez ça? Et pendant que nos intervenants parlent, je vais me permettre de vous faire réagir, vous qui nous écoutez, en nous disant aussi, en répondant à ce sondage et en nous disant, vous, comment vous voyez les choses sur l'évolution du terrain? Est-ce que vous estimez que ça va beaucoup mieux, que c'est mieux, mais ça pourrait, c'est encore insuffisant, que ça a du mal à bouger? Bref, je vous laisse répondre à ce sondage. Vous avez quelques minutes pendant que nos intervenants s'expriment. Donc, Damien, ta vision du terrain sur l'EMI? Alors, ma vision du terrain, c'est vrai qu'elle a évolué ces dernières années. Mon premier atelier d'EMI dans un collège en région parisienne date de 2018, à la fin de l'année 2018, je crois. Et à ce moment-là, la place qu'occupent aujourd'hui les réseaux sociaux n'était pas du tout la même. La façon dont notamment les jeunes et les adolescents s'informaient à l'époque n'était pas du tout la même qu'aujourd'hui, même s'il y avait déjà ces écrans dans les poches, dans les sacs ou surtout à la maison. Ce qui a profondément évolué, donc, ce sont les outils pour s'informer avec des flux d'informations en continu. Et ce qui a évolué, c'est la prise en considération de la désinformation dans la société, à tous les niveaux, à l'école, avec un investissement grâce aux enseignants, aux professeurs dont vous faites. Et ça s'est vu, une place plus grande dans les programmes. On peut toujours faire mieux, mais il y a eu une considérable amélioration ces dernières années. Mais au-delà de l'école, ce sujet de la lutte contre la désinformation, maintenant touche toutes les sphères, à la fois les adultes, à la fois les seniors, à la fois les entreprises, les responsables politiques qui s'en saisissent, pas pour la beauté du geste, mais parce qu'ils ou elles sont victimes de désinformation avec des enjeux majeurs. Quand on est responsable politique et que le sort d'une élection est en jeu, on s'intéresse de près à la désinformation. Quand on est une entreprise et qu'on est victime d'une campagne de fake news qui coûte des millions et des dizaines de millions d'euros, on s'intéresse de près à la désinformation. Donc, voilà, une prise de considération de façon globale. Merci beaucoup, Lila. Toi qui as quotidiennement des professeurs documentalistes au téléphone, comment tu sens cette évolution ces 10 dernières années? Quelles sont leurs préoccupations? Est-ce que le sujet prend la place qu'il mérite? Oui, complètement. Donc moi, ça fait 10 ans maintenant que je travaille chez Cision pour Europresse et que j'accompagne nos abonnés. Et c'est vrai qu'il y a deux choses vraiment que j'ai constatées en termes d'évolution et qui est plutôt positif. La première, c'est, comme l'a dit à l'instant Damien, que la problématique de l'EMI est d'autant plus présente qu'importante au sein des établissements scolaires, pardon. Et on voit bien dans les conversations que je peux avoir avec les enseignants, les questions de l'EMI sont beaucoup plus présentes et j'ai envie de dire aussi beaucoup plus passionnées parce que les enjeux sont beaucoup plus importants et puis les défis surtout qu'ils rencontrent face aux élèves, les sortir des réseaux sociaux, c'est très compliqué. Leur faire comprendre que l'analyse et prendre le temps de s'informer, c'est très compliqué parce qu'aujourd'hui, on est quand même dans une société de l'instantanéité, et c'est ce qui se passe sur les réseaux sociaux et autres. Donc ça, c'est des gros défis. C'est vraiment pas simple à gérer. Et en même temps, un autre point que je trouve vraiment important et qui rejoint quelque part toutes ces problématiques, il faut savoir que pour les professeurs documentalistes, ça a été un long combat quand même pour se faire entendre, pour montrer qu'ils ont une vraie expertise sur l'information. Ils étaient en avance de phase sur ce sujet. Et quand on parle des adultes, j'ai l'impression que les enfants sont mieux éduqués grâce aux profs doc que les adultes n'ont personne. Lila, pour appuyer ce que tu dis, je vais vous envoyer le résultat du sondage qui corrobore un petit peu ce qui est dit pour l'instant. Et Thomas, je veux bien que tu enchaînes là-dessus. 60% nous disent que ça va quand même mieux l'EMI sur le terrain, que c'est mieux pris en considération, même si c'est encore insuffisant.
40% quand même, pas de changement concret malgré l'intérêt croissant. Et puis alors, complètement minime, ceux qui disent ça va beaucoup mieux, le MI est pris au sérieux. On est à 2%. Bon, il y a 0% de gens qui ont répondu le MI est en recul, donc c'est déjà ça. Toi, Thomas, pareil, quand tu fais le tour des lycées, des écoles, c'est comment tu vois, c'est l'évolution, ce sondage te parle, il t'étonne pas? Non, je suis pas très étonné. En fait, moi, ça fait 10 ans que j'interviens dans les établissements scolaires. 9 ans et demi pour être honnête. Ma première intervention sur ces sujets-là, c'est en janvier 2016 à Ambérieu, en Bugey, dans l'Ain. Tu vois, on découvre même des localités. C'est génial, l'éducation aux médias. Non, mais je trouve ça incroyable parce que pour l'info, je ne peux Non, mais c'est un m'empêcher vrai de tour le de dire. France, en fait. Non, mais je te dis, mon papa a été professeur 20 ans dans ce lycée, donc voilà, on ne le savait D'accord, pas. c'est génial, l'anecdote, tu vois. Et donc, qu'est-ce que je peux dire? Je peux dire que la, il y a une prise de conscience dans la société d'une manière générale du fait que l'EMI a une importance, un intérêt, un impact, qu'elle a comment dirais-je, qu'elle est devenue une nécessité citoyenne, civique, voilà. Et en même temps, elle est un peu une forme de parent pauvre de l'éducation nationale en termes d'institutions et elle reste beaucoup trop tributaire des volontés politiques des acteurs du moment. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que, pour simplifier un peu les choses, quand on a un ministre qui dit il faut faire de l'EMI, ça ouvre plein de portes et ça dégage plein de volontés et tout le monde peut faire plein de choses. Mais quand on n'a pas cette poussée-là d'une manière générale, c'est difficile et c'est notamment difficile pour les enseignants sur le terrain qui ont envie de mener ces actions-là, qui ont envie d'agir sur ces sujets-là, qui trouvent par leurs propres moyens des journalistes, des associations, des gens un peu extérieurs aux établissements scolaires pour faire ces interventions, qui trouvent des moyens de les financer, mais qui à chaque fois passent un temps fou et qui sans cette espèce de volonté, allez, on va faire une petite dédicace tout de suite pour les dames du CDI, comme on les appelle affectueusement, hein, donc les professeurs documentalistes qui sont des vrais enseignants, enfin bon, vous le savez mieux que moi, mais qui sont encore, voilà, pour beaucoup de gens, les dames du CDI. Mais en fait, c'est elles qui font tourner l'éducation aux médias. Je dis elles parce que en 475 interventions, j'ai rencontré deux profs doc qui étaient des hommes. Je rencontre un petit peu plus aujourd'hui. C'est certainement un complot Ouais. pour me cacher qu'il y a des hommes profs doc. Mais non, mais donc je crois qu'il y a une vraie prise de conscience. Il y a une institution qui essaye un petit peu, bon an, mal an, de faire des choses, mais qui manque d'un vrai projet structuré et d'une vraie case spécifique pour ce truc-là, pour ce sujet-là, et Oui, probablement même plus jeune que là où c'est fait aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est beaucoup fait au collège et au lycée, alors à mon avis, si on arrivait à le faire à l'école primaire, eh ben, on aurait probablement moins besoin de le faire après. Donc voilà, et voilà, et peut-être dernier point, juste très rapidement, sur le fait que ces actions-là, souvent, elles demandent des moyens dans les établissements scolaires, que ces moyens, ils existaient grâce à un truc qui s'appelle le Pass Culture Pro, que tout le monde connaît bien, et qui est en train d'être supprimé, ou qui a été supprimé déjà, et on nous l'a pas encore complètement dit, ou on nous l'a dit, mais on l'avait pas bien compris. Et là, on va avoir un vrai problème, parce que comment faire fonctionner ces dispositifs quand on nous coupe la cartouche du financement sous le pied, là, ça va devenir très difficile. Ok, merci beaucoup. Alors j'en profite pour vous donner le témoignage de Marie-Claire Taverne au lycée Théodore Monod qui nous dit que la fréquentation de l'actualité pour les jeunes, c'est toujours un peu compliqué, et notamment en raison des formats courts qui prolifèrent sur les réseaux sociaux, qui sont le mode de façon de s'informer, puisqu'on a du mal à garder l'attention, justement. Thomas, toi, je sais que ce que tu nous disais beaucoup, c'était ce qui t'avait aussi étonné de plus en plus, c'était le temps d'écran des jeunes aujourd'hui, et que ça transformait la façon dont tu faisais tes ateliers, un petit peu quand avec Conspire Hunter, tu fais la tournée des écoles. Oui, mais en fait, je pense que c'est un peu
c'est un peu le chemin que tous ceux qui ne sont pas habitués aux salles de classe, c'est le même chemin qu'on a tous fait. On est rentré dans les salles de classe avec nos grandes idées on est journaliste, on va vérifier des infos. On va apprendre à vérifier des infos et à faire du média. Et en réalité, la meilleure manière de faire de l'éducation aux médias, c'est pas forcément ça. En tout cas, c'est certainement pas aussi descendant que ça. Ça doit être beaucoup plus participatif, beaucoup plus inclusif. Et il y a, en tout cas, moi, quelque chose que j'avais pas suffisamment mesuré, c'est que l'outil conditionne énormément de choses et qu'il crée des usages, des mauvais usages, qui en fait sont probablement plus graves que la désinformation en tant que telle. C'est-à-dire que c'est parce qu'ils passent 4, 5, 6 heures par jour sur leur smartphone à regarder les réseaux sociaux qu'en réalité ils sont tellement exposés à de la désinfo qu'à un moment ça marche. Ça rentre d'une manière ou d'une autre. Donc il y a un vrai problème de la pratique de l'outil smartphone. Juste un tout petit exemple. Moi maintenant dans les classes, je fais systématiquement un sondage en leur demandant de lever la main en fonction de leur temps d'écran. Donc je dis voilà, levez la main ceux qui ont 1 heure d'écran par jour. En regardant sur leur téléphone, quoi, parce on l'a le chiffre en fait. N'importe qui peut regarder son temps d'écran. Donc là, on a 100% de la classe qui lève la main. 2 heures, 100% de la classe qui lève la main. 3 heures, 100% de la classe qui lève la main. 4 heures, bon, on en a un peu moins, mais il reste au moins la moitié de la classe. 3 heures par jour, c'est 100% de la classe qui lève la main. Par jour. Et quand on arrive à 5 ou 6 heures par jour, il nous reste encore au moins un quart des mains qui sont levées. Donc déjà, je me dis que ils nous disent pas tous le vrai temps, et donc que c'est encore pire que ce qu'ils veulent bien nous dire. Mais donc ça dit quelque chose. Ce matin, j'étais sur France Inter dans l'émission d'Ali Rebéi qui était en public dans le studio 104. Oui, il y avait de l'ambiance ce matin. Il y avait ce matin 800 élèves de collège, lycée, et on leur a fait ce truc-là. On leur a demandé, voilà, levez la main ceux qui passent 1 heure, toute la salle, 2 heures, toute la salle, 3 heures, quasiment toute la salle, 4 heures, quasiment toute la salle. C'était hallucinant en fait. Et quand on est même allé jusqu'à 9 heures et on avait encore des dizaines de mains levées, des moyennes quotidiennes. Donc en fait, je crois que on a un truc qu'il faut plus prendre en considération, qui est vraiment l'outil. Et que si on n'arrive pas à travailler mieux sur l'outil, ben en fait, on aura beau essayer de développer l'esprit critique, lobotomiser 6 heures par jour sur un smartphone, franchement, il y a plus personne peut avoir d'esprit critique. Plus personne. Même un génie. Mais d'ailleurs, ça le montre un peu, parce que, y compris un génie comme Elon Musk, ben en fait, il devient dingue à force de lire des trucs sur Twitter toute la journée, et à la fin, il dit n'importe quoi, parce qu'il voit n'importe quoi. C'est un horrible cercle vicieux, en fait, ce truc. Il n'y a pas que les gamins qui ont ce problème-là. En fait, on a tous ce problème-là. C'est certain, on y reviendra d'ailleurs rapidement sur la place des adultes parce qu'on est assez convaincus, effectivement, chez Europresse et la maison mère Cision, que les professeurs, ils n'y arriveront pas tout seuls et que parfois, les profs doc font un très bon travail. Moi, j'ai entendu des professeurs me dire « Mais nous, les enfants vont bien, merci, mais c'est quand ils passent 15 jours en vacances chez tonton machin et tati anti-vax, ils reviennent, la terre est plate. » quoi. Donc, il y a aussi un sujet sur les adultes, mais qu'on ne traitera pas là. Damien, j'aimerais te donner la parole. Je sais que Lumière sur l'info est particulièrement présente sur un sujet qui est celui de la pluralité des médias. Et j'aurais voulu que tu nous en dises un petit peu plus sur ce que vous faites pour ça. Pourquoi vous le faites? C'est quoi l'enjeu? C'est quoi le panorama média aujourd'hui? Et pourquoi ce combat sur la pluralité finalement? Et quels outils vous proposez? Quelles ressources vous proposez aux profs doc pour faire comprendre tout ça eh bien, aux enfants? Donc, tu peux prendre le contrôle, si tu veux, de la présentation. Et puis, avec les boutons suivants, tu peux faire passer les slides. Voilà. Le chouchou, il a le droit de prendre le contrôle. Je suis scandaleux. Voilà. Je prends la main. Favorite. Effectivement, Lumière sur l'info agit en tant qu'association sur le sujet de la désinformation et défend effectivement cette notion de pluralisme des médias. Ça nous paraît essentiel en démocratie. Pour quelle raison? En fait, parce qu'on voit que ce pluralisme des médias, il ne se porte pas bien
En France, c'est de moins en moins de quotidiens nationaux. On en comptait 111 en 1960. On en compte aujourd'hui 59, hein, la presse nationale et locale, alors qu'on est dans un pays qui subventionne en perfusion avec de la subvention des aides qui sont données à ces éditeurs de presse. C'est un phénomène qui est mondial parce que, aux États-Unis, on assiste exactement au même phénomène avec la disparition de publications de journaux locaux. Voilà, on a ressorti une archive du Cairo Bulletin qui était un journal d'information locale. On était au cœur des États-Unis dans le Mississippi. On a cette carte aujourd'hui avec ces taches jaunes que l'on appelle des déserts informationnels où il n'y a plus aucune source d'informations locales de proximité. Et dans de nombreux États, ces taches en violet clair, il y a encore une source, mais aucune concurrence et pas du coup de façon véritablement de se challenger sur de l'information de proximité. Qu'est-ce que ça veut dire? Donc, c'est ta crainte, ça, c'est ce que tu dis, le pluralisme des médias, il ne faut pas le perdre en France parce que ce qui va se passer, c'est des inégalités sociales finalement entre les gens d'un même pays. Exactement, c'est important en fait de préserver ce pluralisme de l'information et notamment l'information de proximité, l'information territoriale, régionale, départementale, locale, parce que c'est une information particulière. Et je le dis très facilement, je travaille dans un média national, TF1, qui a pour objectif et pour raison d'être de parler au plus grand nombre de téléspectateurs possible de façon un peu indifférente. La presse locale, d'information locale, apporte autre chose, permet des échanges entre voisins au sein d'une même commune, permet de faire vivre le débat, permet parfois d'apporter de la nuance qu'un média national aura plus de difficultés à apporter parce que sa raison d'être, c'est d'essentialiser. Donc, c'est important parce que ça a une conséquence. Moi, je suis journaliste politique et ça a une conséquence sur notamment la participation aux élections. Quand on est moins bien informé de la vie de sa cité, de son territoire, de sa commune, de son département, de sa région, on est moins enclin à participer à des campagnes de vote, à participer à des scrutins. Donc c'est des enjeux de vivre ensemble, de liens et de démocratie, du coup. Exactement. C'est un véritable enjeu de démocratie et de débat pour faire vivre ce débat d'idées de façon apaisée, parce qu'un titre de presse a une façon ordonnée, régulée, d'organiser aussi des points de vue contradictoires. On n'est pas là, en quelque sorte, dans la foire d'empoigne des réseaux sociaux. Thomas en parlait, je le rejoins d'une certaine façon, avec cette fragmentation du débat, cette polarisation, cette dérégulation qui est pour le coup la raison d'être de ces réseaux, qui font tout pour ne pas être régulés, parce qu'en fait, c'est leur business qui serait attaqué, ces machines à cash et à profit qui pourraient perdre de l'attractivité pour les actionnaires. Alors, j'en viens à ce que nous proposons. Que font les Lumières sur Info. Alors, qu'est-ce que vous proposez pour accompagner les professeurs documentalistes sur ce sujet et les autres professeurs? J'y reviendrai, Pascal. J'ai une Exactement. On propose de venir vous voir déjà dans vos établissements scolaires, ce que l'on fait depuis la création de l'association. On propose de venir vous voir avec des journalistes professionnels qui sont en activité, qui travaillent, comme moi, par exemple, dans une rédaction nationale ou dans une rédaction locale, à la radio, à la télévision, dans la presse écrite. Ce sont des journalistes indépendants, des journalistes spécialisés, une diversité de profils. Et on vient raconter cette fabrication de l'information. Comment est-ce qu'on écrit un article? Comment est-ce qu'on va chercher une information? On le fait
de différentes manières, mais le plus généralement, ce sont des séances, je dirais, de 2 heures ou de 2 fois 2 heures qui permettent d'aborder différents thèmes de cette fabrication de l'information, les métiers du journalisme et leur diversité. C'est important de se rendre compte que quand on parle du journalisme, trop souvent, on parle de celui qui passe à la télé, celui éventuellement qui signe l'article. On parle de journalisme de guerre, etc. Mais il y a plein d'autres métiers. Et le journalisme, c'est une chaîne de fabrication et il y a des éditeurs, des correcteurs, il y a des personnes qui relisent les articles, qui les hiérarchisent, il y a des journalistes qui sont spécialisés dans l'image, etc., etc. Et ça, on peut l'aborder. On va aborder des thématiques particulières en fonction des souhaits des enseignants, en fonction des projets dans les classes ou au sein des établissements, sur voilà, la place des femmes dans les médias ou les notions de déontologie. Et puis, on va mettre en pratique, éventuellement, quand on en a le temps, pendant 1 heure, pendant 2 heures. Et notamment, ce que l'on aime bien faire à Lumière sur l'info, c'est partir des réseaux sociaux, de ce que voient au quotidien les jeunes. On leur dit choisissez un contenu d'un influenceur, d'un créateur de contenu sur Snapchat, sur TikTok, sur YouTube, et ensemble, on va analyser. Vous allez faire ce travail de vérification en vous posant des questions. Qui me parle? D'où on me parle? Pourquoi est-ce qu'on me parle de ça? D'où ça vient cette idée que voilà, si je mets une crème sur mon visage, d'où ça vient cette idée que en faisant ce placement, en achetant de la crypto, je vais pouvoir devenir… Voilà, la notion de publications qui sont sponsorisées ou qui ne le sont pas, etc. On va travailler là-dessus. On est d'ailleurs, pour terminer, référencé sur la plateforme Pass Culture et Adage avec toutes les informations sur nos contenus d'ateliers. Et alors, pour bien préciser, et c'était sur effectivement la slide d'avant, donc en fait, le professeur peut vous contacter directement et puis organiser avec vous, enfin, ça se met en place aussi simplement que ça, quoi. Voilà, en fait, on nous sollicite, on nous envoie un mail, on nous contacte sur les réseaux, par messagerie, et puis on discute en clair du projet, qui est le profil de la classe, quel profil de classe, quel profil d'élèves, qu'est-ce qui a déjà été mis en place au cours de l'année scolaire, quels sont les souhaits, les objectifs, le temps, le budget aussi du projet. Et nous, on va discuter pour avoir une proposition sur mesure, la plus adaptée possible, afin de pouvoir répondre aux attentes des jeunes et des enseignants. On a créé aussi un petit objet qui s'appelle un concours, le concours Tromito, qui permet en différentes séances aussi, à chaque fois en partant d'exemples tirés des réseaux sociaux qui nous sont remontés et poussés par les jeunes, de faire un travail de fact-checking et on va débunker, fact-checker, vérifier des publications que l'on voit tous les jours sur les réseaux sociaux et on va demander aux jeunes d'enregistrer eux-mêmes une vidéo ou un podcast audio pour donner toutes les infos et remettre les faits à l'endroit. On pense que c'est important de créer du contenu positif au format qui est le format le plus adapté, celui des réseaux sociaux, avec un téléphone portable ou un micro quand il y a un studio de podcast dans l'établissement. Très rapidement, on a aussi créé une tournée qu'on a baptisée la tournée du News Truck, c'est-à-dire qu'on a pendant 3 semaines à l'automne sillonné les routes de l'Île-de-France et on va reprendre la route cet été en juin et en juillet pour aller à la rencontre des Français, aller à la rencontre aussi des jeunes dans les établissements scolaires, mais pas uniquement. L'idée, c'était aussi de sortir l'éducation aux médias de la salle de classe, ne pas en faire que à l'école, en clair, en faire aussi dans la rue, sur les places de marché, au pied des immeubles, devant des mairies. Et dans ce camion, eh bien, on a des ressources qu'on met à disposition, qu'on présente. On présente de la presse du jour, on présente de la presse spécialisée pour inviter à un échange et participer au débat. Et là encore, il y a ce sujet du lien, de la rencontre, du débat au premier sens du terme, hein, ne pas se battre. Exactement, parce qu'en fait, on retrouve cet esprit, voilà, Cindy, on retrouve exactement cet esprit de l'échange
de la convivialité hein, aussi, autour de sujets de l'actualité. On propose de boire un petit café, un petit verre de jus d'orange et d'initier un débat, un peu comme on peut le faire parfois quand on va au café, quand on va au bistrot. Alors aujourd'hui, il y a moins de cafés, moins de bistrots dans les villages ou même dans les villes. Mais voilà, c'était cette idée de faire de l'EMI de façon un peu itinérante et au plus proche de populations, de publics qui ne nous attendent pas forcément, qui ne nous ont pas forcément sollicités. Parce que quand on a garé le camion à l'automne devant une gare RER ou devant un centre commercial, on a eu plein de passages. Donc, mais là aussi, Damien, par exemple, les professeurs qui nous écoutent peuvent voir un petit peu l'itinéraire du News Truck et puis peut-être passer faire un tour le jour où il sera à côté d'une école. Exactement. On va communiquer la liste des étapes qui est en train d'être finalisée. On ira grossièrement de Boulogne-sur-Mer à Marseille, donc c'est assez vaste. Mais on va passer par les académies de Amiens, on sera dans l'Oise, dans la région parisienne. Il y aura un long crochet en Bretagne, on va passer dans l'Eure-et-Loire, qui est un département où il n'y a plus de quotidien de presse quotidienne régionale dans l'Eure-et-Loire. Et puis voilà, donc on est en train de finaliser cet itinéraire. On va communiquer sur le site internet, sur nos réseaux, les étapes. Et l'idée, c'est effectivement de venir à notre rencontre parce que quand le camion est garé devant une mairie, eh bien, des classes peuvent venir dans la cour de la mairie ou devant la mairie et passer une demi-heure pour rencontrer des journalistes qui accueilleront eh bien, les publics. On peut même ensuite organiser au sein de l'établissement un atelier plus particulier, etc. Lors de la tournée d'automne, on a même garé le camion dans des cours de récréation. Donc, c'est l'intérêt du mobile. Je voudrais réagir sur l'enjeu de cette pluralité des médias et j'aimerais bien savoir ce que nos autres intervenants en passent. Mais j'ai Sandra qui nous disait effectivement le pluralisme est primordial en démocratie. Mais que dire de la concentration des médias qui se passe actuellement en vous, particulièrement Damien, Thomas, vous qui êtes journaliste, vous le ressentez comment ça? Et Lila, Europresse, comment le ressent au niveau des sources? Bon, alors je vais prendre la parole. Allez, lance-le d'abord. Ce qui est très intéressant, c'est justement la pluralité des titres qu'on peut avoir pour précisément travailler sur la question dont Damien parlait à l'instant, à savoir les différences d'obédience dans la presse. Et avec cette multitude de titres, c'est un travail qu'on va pouvoir faire en traitant l'actualité à travers différents points de vue. Donc, c'est quelque chose auquel fait attention Europresse dans ses sources de presse, d'accord, que ce soit assez représentatif du paysage média, j'allais dire. Exactement. Et Thomas, toi, sur cette concentration de l'info, c'est quoi ton retour par rapport justement à tous nos sujets? Est-ce que ça a un impact justement sur ce qu'il faut être de plus en plus vigilant, faire attention? Est-ce que la presse se polarise comme le fait la société finalement? Fatalement, la presse, elle est aussi à l'image du monde dans lequel on vit. Et il se trouve qu'on a des acteurs dans la presse française depuis un certain temps qui changent un petit peu le jeu, qui sont très ouvertement politisés, très ouvertement sur un courant politique particulier, et qui changent les règles, non pas parce qu'ils défendent des idées politiques d'extrême droite, mais parce qu'en réalité, ils cassent en interne les règles de la déontologie journalistique. Sauf qu'en façade, ils gardent l'image d'être des médias. Je pense notamment à ce qui se passe au JDD, je pense à ce qui se passe à Europe 1, je pense à ce qui se passe chez CNews. Et il y a quelque chose là-dedans qui est difficile à qualifier sans donner son opinion. On parle de ça justement. Ils emmènent tout le monde justement vers un journaliste d'opinion et de. Alors, déjà, ça emmène fatalement tout le monde vers un journalisme d'opinion. Mais en fait, le vrai problème qui nous pose, c'est que
il y a toujours eu des couleurs politiques différentes dans les journaux français, dans les médias français. Mais là, ils ne partagent plus les faits. En réalité, il y a tout un tas de sujets. éditorialisé, tout est. Non, mais en fait, il y a tout un tas de sujets sur lesquels ils ont embrassé ce mouvement qu'on pourrait qualifier de trumpiste, mais qui en réalité n'est pas seulement celui-là, qui est plus vaste sur la planète, qui est vraiment l'idée de dire qu'il n'y aurait plus les faits en tant que tels, il y aurait plein de faits et que tout se vaudrait et que finalement les opinions seraient des faits un peu comme les autres. Ben, c'est là-dessus que cette nouvelle manière de faire du journalisme nous pose un immense problème, parce qu'en fait, ça vient au milieu d'un truc dans lequel on ne peut exister que parce qu'on partage les mêmes règles. On n'a pas la même opinion, on n'a pas la même manière de voir les choses, on n'a pas les mêmes histoires, on n'a pas les mêmes convictions, mais en fait, on partage les faits et on partage des méthodes de travail. Et on partage le fait que tout ça est aussi transparent qu'on peut se le permettre sans foutre en l'air l'idée qu'il y a quand même une petite concurrence entre nous et qu'il y a un moment, c'est celui qui a la meilleure info le plus rapidement possible qui gagne quand même un peu la bataille. Donc, ça reste un business, l'information. Mais dans ce business, il y a un nouveau truc qui est arrivé qui change beaucoup de choses. Moi, jusqu'à il y a quelques années, je disais systématiquement à ceux qui nous parlent de concentration des médias, de milliardaires, de machin, que moi, mon expérience de journaliste, c'est que ça n'a rien changé. Je peux même faire rigoler Damien, parce qu'on a travaillé dans le même groupe pendant un moment, donc qui est quand même TF1, qui n'est pas seulement le premier média français, mais qui est au niveau groupe, probablement l'un des plus gros groupes de médias d'Europe, si je me trompe pas, mon cher Damien. Voilà, tout à fait. C'est une énorme machine. C'est quand même un. Eh bien, chez TF1, moi, Martin Bouygues, il m'appelait pas tous les matins pour me dire ce qu'il fallait que je fasse, quoi. Ouais. Et en réalité, la seule fois où j'ai eu, entre guillemets, affaire à Martin Bouygues, c'est que le journal interne du groupe avait fait un dossier sur les fake news, qui m'avait interviewé parce que moi, je représentais la lutte contre les fake news chez LCI, qui était qui est la chaîne d'information en continu du groupe, avec Samira El Gadir, qui était celle qui représentait la même chose chez TF1, donc le fact-checking chez TF1. Et il se trouve que, comme exemple de fake news, pour répondre à une question, je disais, tiens, il y a l'histoire de la fausse mort de Martin Bouygues. Et que la journaliste du journal d'entreprise était un peu inquiète de dire, attendez, ça va pas passer, quoi. Tu ne peux pas changer d'exemple. Voilà. Et du coup, j'ai découvert que le rédacteur en chef de ce magazine, c'est Martin Bouygues lui-même, parce qu'il le relit vraiment visiblement avec beaucoup d'attention et qu'il avait tenu à laisser cette info sortir. Donc, si tu veux, l'idée de la censure maximale, moi, ça m'a jamais vraiment touché. Je sais que ça existe, je sais que ça arrive, mais mon expérience de ce métier, c'est que les fois où j'ai pas pu sortir une info, c'est que j'avais pas assez bossé et que ça m'arrangeait bien de dire que c'était le méchant rédac-chef qui m'avait censuré. Mais c'est bien de nous le dire quand même, ça nous rassure, hein, parce qu'on va finir par moi, mon expérience, c'est pas ça. Je sais qu'il y a encore beaucoup d'éthique. Non, mais attends, il y a des cas, ce métier n'est pas parfait. Il y a des luttes d'intérêts, il y a des connivences, toutes ces choses-là existent. Mais moi, ce que je peux dire, c'est que j'ai pas été témoin de ça en ayant été dans plein de médias différents et dans plein de journaux différents. J'ai jamais vu ce genre de truc-là sous la forme de ce qu'on imagine. Donc, je vois pas ce problème-là. Ce qui m'embête, c'est le fait que la gratuité de l'information, en fait, ça nuit à celui qui lit l'info et ça nuit aux journalistes. Nous, on a besoin, non pas d'argent au sens comme ça, mais qu'il y ait une comprendre la valeur de l'information. Oui, qu'il y ait une relation commerciale entre nous. Absolument. Quand tu payes pour un journal, tu payes pour t'informer. Tu achètes, entre guillemets, une forme de confiance avec celui qui t'informe. Si tout est gratuit, comment est-ce qu'on a cette relation-là ? Je veux bien qu'on change le système économique, j'ai pas de problème. Je suis pas le plus grand défenseur du néolibéralisme dans la salle. Mais c'est ça notre système. Donc, si on veut une info de qualité, il faut qu'elle soit payante et il faut qu'il y ait cette relation commerciale entre le journaliste, entre guillemets, et le public qui va être informé. Et la seule manière que cette information soit de la meilleure qualité, c'est qu'il y ait une relation commerciale payante. D'ailleurs, j'en profite.
J'en profite, pardonne-moi Cindy, pour dire que chez Europress, ça aussi c'est quelque chose justement de très important puisqu'on prend en charge les droits d'auteur. Hein. On est sous contrat avec les éditeurs et donc ça rejoint vraiment ce que dit Thomas. C'est important. La valeur de l'information. Très important. Voilà. Ouais, merci Lila. Damien, j'aimerais que tu reprennes la parole pour nous dire, Lumière sur l'info, les autres initiatives et puis au passage, justement sur ces sujets de bien comprendre, tu fais des ateliers, sur Lumière sur l'info, sur reconnaître une information éditorialisée, c'est aussi ça Lumière sur l'info, hein, pour… Oui, exactement. Alors pour rebondir juste très rapidement sur la question que l'on évoquait sur la concentration et le pluralisme, on va faire cette opération qu'on a appelée au kiosque citoyen. Alors, la date, elle est pas exacte parce qu'on va la faire le 3 mai. Et le 3 mai, c'est la journée mondiale de la liberté de la presse. Elle est organisée chaque année par l'UNESCO. Et on s'est dit que cette année, eh bien, on allait descendre dans les kiosques, rencontrer les kiosquiers, tous ceux qui participent à la fabrication de l'info, pas que des journalistes, mais ça peut être justement des éditeurs, des maquettistes, des photographes, des titreurs, etc. Pour aller rencontrer des lecteurs, pour valoriser ce pluralisme de l'information, valoriser aussi le métier de kiosquier, de marchand de presse, parce qu'en fait, ce sont eux qui sont en première ligne de l'information. Quand nous, on écrit nos articles, qu'on fait nos reportages au chaud dans la rédac, qu'on met un titre un peu vendeur, eux, ils l'affichent et par ailleurs, ils vendent ou ils ne vendent pas de journaux derrière. Effectivement, l'information, ça a un prix, ça a un coût. Très clairement, je rejoins Thomas là-dessus. À Lumière sur l'info, on a effectivement des ressources. Vous en avez vu une en introduction vidéo qui permettent en accès libre d'avoir des vidéos tutos, d'avoir des vidéos sur des thématiques. C'est quoi le brouillard informationnel? On a parlé de la propagande de guerre au moment du conflit israélo-palestinien, au moment du conflit entre l'Ukraine et l'Ukraine. C'est quoi la propagande de guerre? Qu'est-ce que ça veut dire concrètement? On casse dans ces vidéos des clichés, des stéréotypes sur la religion, sur les juifs, sur les francs-maçons, sur la santé. Et ce sont des vidéos plus ou moins longues qui peuvent servir de support à un échange autour de certaines questions liées à la fabrication de l'information, la déontologie, les métiers du journalisme, etc., etc. Nous, en tant que journalistes de l'association, on s'en sert souvent dans nos ateliers pour rendre ces séances et ces ateliers dynamiques. Donc voilà, on a nos deux ambassadeurs, Scotty et Maïssa, qui portent nos messages pour nous avec un ton ludique, un peu décalé parfois, mais pédagogique. Ok, écoute, merci beaucoup. Ça me fait une parfaite transition. Lila, je pense que tu vas bientôt pouvoir prendre le contrôle, mais pas tout de suite, parce qu'on parlait vraiment, Damien, de l'idée de justement intégrer ces ressources dans les programmes pédagogiques. C'est un des sujets aussi. Et puis, c'est aussi le côté transdisciplinaire sur lequel Europress est très en phase. J'aimerais, pour ceux qui m'entendent, je vais vous envoyer, j'aime bien vous faire travailler. Est-ce que ceux qui nous écoutent connaissent Europress? Vous avez 10 secondes pour répondre, juste qu'on sache un petit peu s'il faut vous décrire tout ça beaucoup ou rapidement. Et on va vous montrer comment Europress essaye de justement vous accompagner pour le côté transdisciplinaire et puis finalement travailler avec les autres professeurs. Et j'en profite pour saluer Pascal qui m'a laissé un petit message et qui dit: et je suis d'accord avec vous, Pascal, et pardon pour ça, je ne suis pas professeur documentaliste, mais prof de lettres histoire en lycée professionnel. N'oublions pas le lien entre tous nos référentiels pour donner de la place à l'EMI. On est complètement en phase, Pascal. C'est souvent justement ce qui manque aussi aux profs doc, c'est d'autres professeurs pour pouvoir parler du sujet. Et Lila va vous montrer comment, avec Europress, peut-être on peut trouver des sujets communs avec des matières qui sont pas, c'est assez direct, l'histoire et l'EMI, les lettres et l'EMI, mais pourquoi pas la biologie, la science, la physique, pourquoi pas les langues. En tout cas, tu as la moitié des personnes qui nous écoutent qui sont abonnées.
15% qui ne nous connaissent pas, Lila. Alors, je te laisse prendre le contrôle et montrer en quelques secondes ce qui est Europress et nous montrer ce qu'on met à disposition des profs doc. Je précise, si on vous le montre aujourd'hui, c'est parce que vous avez le droit de bénéficier de codes gratuits jusqu'aux vacances de Pâques pour vous en servir pendant la semaine de la presse. Toi, Lila. Merci, Cindy. Europress pour la semaine de la presse. Alors, est-ce que tout le monde voit bien mon écran? Tu peux me confirmer, Cindy? Oui. Alors, c'est parfait. Donc, je vais vous présenter rapidement Europress, puisque vous êtes quand même très nombreux à connaître visiblement notre base média en ligne. Et comme l'a dit Cindy, vous avez 1 mois pour tester notre plateforme, donc n'hésitez pas. Donc, avec Europress, nous avons actuellement un contenu qui va à plus de 14 000 titres. Hein. Tout à l'heure, on parlait de la pluralité de la presse. Et effectivement, dans ce contenu, on va retrouver la presse quotidienne nationale, ainsi que la presse spécialisée et également la presse internationale, étrangère. Donc là, on a une toute petite vue pour vous montrer effectivement ces différences d'obédience qu'on peut trouver dans Europress. Donc, on va aller rapidement sur notre base. Il faut savoir également qu'on reçoit de la part des éditeurs les titres du jour, mais également nous avons une profondeur d'archives qui peut aller jusque 1944 pour Le Monde, par exemple. Donc, ça va vous permettre de travailler sur l'actualité, mais également de faire des recherches documentaires plus approfondies. On a ici une première page, un onglet publication PDF, que vous allez pouvoir personnaliser. Et puis, c'est tous les titres que nous avons sous format PDF. Et on va aller pouvoir chercher simplement le titre que nous souhaitons, si évidemment le système le permet. Alors, voyons voir. Il faut peut-être que je réactualise un petit peu ma page. On recommence. Voilà, et on voit ici apparaître toutes les éditions du Monde. Pour vous montrer un petit peu, alors très rapidement, pour ceux qui ne connaissent pas, ce à quoi ressemble une page PDF. Donc, vous voyez, on a vraiment une très belle image et puis qui va être également très utile, pas seulement pour le feuilletage, mais qui va être utile pour décrypter l'image puisque, comme le disait Damien, rien n'est laissé au hasard, ni le titre, ni l'image. Et puis, pourquoi pas amener les élèves à décrypter, même à découvrir, à repérer plus exactement comment l'IA peut entrer et s'intégrer dans une image naturelle et donc réussir à faire la différence entre, j'ai envie de dire, le vrai et le fake, même si, voilà, c'est plus compliqué que ça en ce qui concerne les images. Ici, un moteur de recherche très simple. Donc, on va prendre, une actualité forte. On va pouvoir choisir notre profondeur d'archives. On va aller juste sur 3 jours parce que l'actualité, en l'occurrence, sera très forte. Et puis, on va choisir, en l'occurrence, la presse nationale française. Vous devez savoir également que les groupes de titres présents, vous pouvez les créer à volonté et les personnaliser. Et ça, ce sera vraiment important. On fait ça, en fait, pour vous faciliter la tâche, pour vous faire gagner du temps, parce qu'on sait que le temps, c'est quand même un point crucial. Vous n'en avez pas beaucoup et vous avez énormément de choses à voir et à faire. Donc, l'idée de l'outil d'Europress, c'est de vous faire gagner un maximum de temps. Donc, voilà comment ressortent les articles. Vous allez pouvoir les télécharger, les imprimer, les réserver dans un petit dossier. J'ouvre simplement un article un peu au hasard et vous voyez, on retrouve ici notre page PDF. Avec les Alors Lila, merci pour cette rapide présentation. J'ai Carole qui s'impatiente, elle est abonnée, elle connaît Europress et elle veut en savoir plus sur les ateliers pédagogiques Europress. Parce que je sais que tu participes à la création de ces ateliers, tu es même l'autrice de certains d'entre eux. Donc, qu'est-ce que c'est exactement et où est-ce qu'on les trouve? On y va tout de suite. Alors, pour ce faire, je vous montre simplement cet onglet, mais très rapidement, sur les dossiers, puisque c'est à partir de là qu'on va pouvoir créer les ateliers pédagogiques.
On a construit des dossiers, des sous-dossiers, puis on va aller chercher les articles qui nous intéressent. Sachant que, encore une fois, pour gagner du temps, on peut automatiser les veilles. Donc, les articles vont remonter tout seuls. Nos fameux ateliers pédagogiques, vous allez les trouver sur notre site internet. Cindy, je te laisse partager le lien, dans lequel vous allez retrouver toutes nos ressources pédagogiques. Vous voyez comment préparer le grand oral, les anti-fake news auxquels participe Thomas et nos fameux ateliers pédagogiques. Donc, pour cette présentation aujourd'hui, j'en ai choisi un qui justement rejoint la question de la pluralité, pour suivre la présentation de Damien, qui parle de l'EMI et qui en plus peut faire l'objet d'un travail interdisciplinaire. Comment se construisent nos ateliers pédagogiques? On choisit bien évidemment une thématique, en l'occurrence le journalisme peut-il être neutre? Et puis Thomas en parlait aussi, cette problématique de la réalité qui nous est commune, les faits, mais même cette lecture des faits, est-ce qu'il n'y a pas une part de subjectivité? Donc ici, on a pris le cas d'étude de Greta Thunberg, qui est une personnalité qui a fait énormément polémique. Et donc, on a décidé de travailler ça avec les différentes disciplines telles que la philosophie, les sciences politiques et bien sûr l'EMI. On a donc une première partie qui est une contextualisation de cette problématique, de ce sujet, avec un sujet, avec une très belle citation d'une grande reporter française qui parle justement de cette problématique des fake news et de la neutralité dans la description des faits qui nous sont donnés. Après quoi, on vous propose une série de questions à poser à vos élèves. Bien évidemment, à vous de les retenir pertinents ou non. Ce n'est qu'une proposition, finalement. Si vous pouvez les utiliser telles quelles, tant mieux. Sinon, on serait ravis d'ailleurs d'avoir vos retours sur ces ateliers pédagogiques pour les améliorer et avoir des nouveaux sujets qui vont être plus directement liés à vos besoins. Et puis ensuite, on a enfin une méthodologie. Cette méthodologie, en fait, elle va vous permettre de comprendre comment on a travaillé sur Europress pour obtenir cet atelier et les articles qui vont en suivre. Donc, une première partie, évidemment, comment travailler les sources, comment travailler les mots-clés. Alors, à chaque fois, on se base sur l'atelier. Et dans chaque atelier, vous allez trouver à chaque fois d'autres petites astuces qui vont vous aider à l'utilisation d'Europress. La période souhaitée, puisqu'en l'occurrence, aujourd'hui, c'est plutôt Musk qui fait polémique plutôt que Greta. Et enfin, les résultats obtenus. Alors, avec les médias qui sont donc à retrouver sur la plateforme Europress. Écoute, Lila, je suis désolée, je suis obligée d'accélérer un peu, mais merci beaucoup pour ça. Est-ce que, juste une chose, un atelier qui a été créé par des élèves de seconde qui sont venus faire leur stage chez Europress, chez Cision, et ils ont créé cet atelier qu'on a décidé de mettre en ligne parce qu'il est vraiment très, très bien fait. Donc, juste pour vous dire que c'est tout à fait abordable pour vos élèves. Le temps nous presse un peu, mais sachez que tout ça, encore une fois, est à votre disposition. Des codes d'accès pour avoir l'accès gratuit à Europress et puis ces ateliers pédagogiques. J'aimerais passer maintenant à la dernière étape, dernière partie de ce webinaire. Thomas, écoute, je pense que je vais commencer par te donner la main, mais avant toute chose, je vais montrer cette vidéo et puis on en parle juste après. Les humains. Tu savais que les humains n'avaient pas construit les pyramides? Pour la première fois au monde, vous allez être les témoins directs d'une découverte majeure. Bonjour à tous, je suis le journaliste Thomas Huchon, ou plutôt son avatar, et dans cette vidéo, je voudrais déconstruire les récits qui entourent la construction de grands sites archéologiques, en particulier les pyramides. Les principaux vecteurs de ces théories sont des programmes qui touchent le grand public. La révélation des pyramides, co-réalisée par le gourou conspirationniste Jacques Grimaud, a été vu pas moins de 90 millions de fois sur Internet. Le film est régulièrement diffusé à la télévision française, y compris sur la plateforme documentaire RMC Découverte. Alors j'ai enquêté, sans a priori ni préjugés. Tout ce qui va suivre repose sur des faits. C'est cela, oui. Ou encore, la récente série Ancient Apocalypse, animée par le journaliste Graham Hancock, qui ne cesse de remettre en cause la parole scientifique. Pour moi, presque tout ce que les archéologues ont affirmé sur l'histoire de cette île est faux.
Cette série qui raconte n'importe quoi, tenez-vous bien, elle est carrément sur Netflix. Donc, la première plateforme de diffusion au monde ne vérifie même pas le sérieux de ses contenus et n'en avertit pas le public. Mais que prétendent démontrer ces films? Pour résumer, que les archéologues nous mentent, car les techniques prétendument utilisées par les Égyptiens ou les Incas permettraient pas de construire des pyramides. Il y aurait une autre explication, cachée par les historiens. Et quelles preuves et théories permettent de l'appuyer? Tu vas dire, mais t'es un complotiste? Eh bien, à peu près n'importe quoi. Pour Grimaud, les pyramides seraient une preuve de la théorie de l'équateur penché et de visites extraterrestres. Pour Hancock, ce serait plutôt un coup de l'Atlantide. Mais pourquoi ça marche, ces discours-là? Déjà, ils sont hyper vagues. Ils prétendent s'élever contre la version des scientifiques, mais laissent la place à toutes les croyances de leur audience, même les plus contradictoires et les plus délirantes. Les pyramides qu'on voit là, au sommet, il y a de l'or. L'or, c'est le meilleur conducteur pour l'électricité. C'était des foutus... Bon, sur ces bonnes paroles, je pense qu'on a compris. Donc, chers auditeurs, je vous présente un programme qui s'appelle Anti-Fake News. Et l'homme que vous avez vu dans cette vidéo n'est pas Thomas Huchon. Thomas, tu peux nous raconter l'histoire d'Anti-Fake News et comment ça peut servir à nos professeurs qui nous écoutent? Alors, c'est un projet qui est né un peu du désespoir, faut bien le dire, d'un journaliste qui cherche à lutter contre la désinformation depuis 10 ans, à lutter contre les fake news, contre les théories du complot qui circulent sur Internet et qui malheureusement n'y arrivent pas. C'est quand même la base de tout ça, c'est ça. Et au moment où, durant l'année 2023, on a commencé à voir arriver du deepfake, donc des fausses vidéos fabriquées en intelligence artificielle, des fausses photos, des faux audios et tout. L'ampleur du phénomène, là, a commencé, moi, à me tétaniser complètement. Et donc, je faisais, comme j'en fais toujours, des conférences dans plein d'endroits différents. Et un jour, toi, parce que c'est quand même toi, c'est ta faute, hein, tout ça, il faut quand même le dire, tu m'as demandé de participer à une table ronde autour de l'intelligence artificielle. Et lors de cette table ronde, j'étais plutôt monsieur anti-IA. Et il y avait un monsieur pro-IA qui s'appelle Mathieu Cruc, qui est un publicitaire, qui est quelqu'un qui bosse dans une boîte de pub, qui conçoit des campagnes de publicité, et notamment en utilisant l'IA. Et donc, on s'est rencontrés ce jour-là, on n'était pas d'accord du tout, mais il m'a obligé à réfléchir un peu. Et quelques semaines plus tard, je l'ai vu publier une vidéo d'un de ces fameux deepfakes. J'ai trouvé ça très impressionnant, et je l'ai un peu challengé en lui disant, mais attends, et si on faisait des faux Thomas Huchon pour lutter contre les fake news? Plein de faux Thomas Huchon. Et il m'a dit, oh, j'adore ce truc. Et donc, on a commencé à travailler. Et qu'est-ce qu'on a fait? En fait, on a entraîné une machine, un logiciel d'intelligence artificielle, à reproduire Thomas Huchon. Vous voyez, je vous refais les mains, là, comme ça, là, comme lui, là. Avec la petite tête qui bouge, là, comme ça, un peu, là, hop, hop, hop. Et donc, on l'a entraîné. Entraîné, ça veut dire quoi? Ça veut dire que j'ai lu un texte pendant 2 minutes devant une caméra. Je me suis filmé en train de lire un texte. Ce texte, ça peut être ce que vous voulez. Le bottin, les effets, les contre-indications du Doliprane, la Bible, une recette de cuisine. Il n'y a vraiment aucun problème. Moi, j'ai choisi L'Armée des Ombres de Joseph Kessel parce que c'était ma manière de résister à l'intelligence artificielle. Et du coup, on a entraîné la machine. Et depuis, la machine, elle fabrique du Thomas Huchon à la demande. Ça veut dire qu'on va lui taper du texte et elle va, pondre une vidéo. Derrière, on a juste un petit peu de montage pour faire ces petits extraits visuels. De débunker les fake news très rapidement, de gagner cette course contre la montre. L'idée, c'est de répondre à une double problématique. On en a parlé depuis le début, les moyens. Fabriquer de l'information, ça coûte très cher. Des moyens, on en a de moins en moins ou presque pas du tout. Et comme les gens veulent plus trop payer pour s'informer, il faut bien qu'on trouve un moyen vu que ça coûte toujours aussi cher, il faut faire baisser la facture. Et donc, plutôt que de tourner systématiquement des vidéos, ce qui nous oblige à sortir du matériel, à avoir des techniciens, on les fait fabriquer par l'intelligence artificielle uniquement parce qu'elles sont diffusées sur les réseaux sociaux où
Ça sert à rien de faire des trucs ultra qualitatifs pour les regarder sur un écran de 4 cm sur 4 cm sur un smartphone. Et donc voilà, l'idée, c'est la première, c'est ça. Et la deuxième, c'est d'essayer de gagner la bataille du temps. Parce que effectivement, au lieu de passer entre 2 et 3 jours en moyenne pour produire une vidéo de 3 minutes de qualité qu'on va publier, bah là, on est entre 3 et 4 heures de travail. Donc ça va beaucoup plus vite et donc ça permet d'essayer de répondre aux fake news dans le temps de leur diffusion. Et Tout à pas fait. comme Et on le je me mets à fait. la place des professeurs documentalistes du coup, et vous les retrouvez tous sur le site Europresse dans la rubrique anti-fake news. Si vous allez dans ressources pédagogiques, il y a un nombre de sujets. Vous trouverez forcément votre bonheur, des sujets aussi légers que les Simpsons qui prédisent l'avenir, à des sujets beaucoup plus lourds, hein, sur les francs-maçons, sur voilà toutes ces fake news qui peuvent continuer. Je suis désolée Thomas, je suis aussi obligé d'avancer, mais anti-fake news, c'était pour vous dire que c'est pas que ça continue, c'est à jour tout le temps. Et anti-fake news, c'est également aujourd'hui un quiz. Ouais, on est content, effectivement, Thomas. Anti-fake news, c'est un quiz qui est aussi disponible sur Europresse. Alors, ce quiz, c'est un quiz Cision, hein, la maison mère d'Europresse, puisque comme je vous le disais, nous, l'EMI, pour nous, ça n'est pas que pour les enfants. Et finalement, c'est peut-être encore moins pour les enfants parce qu'au moins, vous êtes là. Les adultes, eux, il n'y a personne. Donc, c'est un quiz qui est compliqué, qui est pour les professionnels. Mais vous pouvez tout à fait vous en servir. Voilà, je trouve qu'il y a des questions super aussi sur l'IA, parce que je trouve que cet avatar, Thomas, il fait passer aussi, sans en parler, le message autour de l'IA, parce qu'il est incroyablement crédible, ton avatar, quoi. Il y a un peu de ça, mais en tout cas, voilà, il y a ce quiz qui est à votre disposition. 20 questions, 20 points, 20 minutes pour mesurer votre esprit critique. Et si vos élèves sont pas contents de leurs notes, eh ben, vous leur direz que les adultes, pour l'instant, ils ont une moyenne de 10,3, ce qui est moyen. Voilà. Mais ce qui est pas. Ce qui est bien, mais pas top. Mais pas top. Et moi, je suis convaincue que les plus jeunes peuvent avoir de meilleures notes que les adultes d'ailleurs. Damien, je sais pas si tu voulais réagir. Ouais. Non, mais c'est vrai, j'abonde dans votre sens. On attend le sur les âges des répondants. On attend la note de Damien avec impatience. Ouais, Damien, il va falloir te tester. Et puis, je voulais mettre en avant peut-être quelque chose qui n'est pas gratuit, mais dont j'avais vraiment envie de parler, parce que merci beaucoup, Thomas, d'être avec nous aujourd'hui. Merci Thomas. Damien, je vais devoir abréger, mais Thomas, tu sors bientôt un livre, Résister aux fake news, où justement, tu nous aides à essayer de répondre aux gens qui croient en une de ces 25 théories du complot les plus courantes. T'en as 2-3 à nous citer comme ça, qui peut nous tomber sur la tête en apéro? L'idée, c'est de pas trop d'essayer de réfléchir au phénomène, c'est plutôt de donner des contre-arguments. Donc déjà de comprendre à chaque fois d'où vient la théorie du complot, JFK, les vaccins qui seraient hyper dangereux, Charlie Hebdo organisé par François Hollande, les attentats du 11 septembre qui seraient en réalité organisés par Bush. Donc à chaque fois, c'est une théorie du complot, on explique d'où elle vient, comment elle s'est construite, on pose les arguments et surtout on donne les arguments contraires. Et souvent avec le plus grand degré de précision possible. Donc c'est vraiment une manière de contre-argumenter et dans laquelle moi je me suis moi-même, qui pourtant baigne dedans et tout en permanence, pas mal amusé et notamment sur des trucs assez anciens comme JFK. En fait, le truc de JFK, tout vient tout peut se déconstruire avec une seule information. C'est que tout le monde pense que Oswald ne peut pas tirer tout seul parce qu'il y a 3 balles qui sont tirées dans un temps extrêmement réduit. Et en fait, ce temps, il n'est pas calculé correctement. Il n'y a pas 6 secondes ça comme pourrait c'est mettre expliqué plus de dans gens JFK. d'accord, ouais. Voilà, il y a 9 secondes. Et en fait, en 9 secondes, ça marche. C'est possible de tirer 3 fois en 9 secondes. Donc, et là, du coup, tous les arguments complotistes tombent comme ça. C'est presque pour quelques sidérant. petites secondes. Voilà, mais oui, non, mais ce qui est très intéressant en fait, c'est que il y a un moment, il faut rentrer dans les détails. Et en rentrant dans les détails, en fait, on peut déconstruire ces trucs-là. C'est peut-être ce que moi
je voudrais dire, c'est qu'on l'a peut-être pas suffisamment fait. En fait, il faut contredire. Voilà. Il faut contredire, il faut contre-attaquer. Il n'y a pas d'effet stressant. C'est pas vrai. Et là, si on parle de l'histoire, Brigitte Macron serait en fait un homme, bah là, on en est sur les 2 derniers mois à 1,5 milliard de vues pour cette histoire-là. Donc là, franchement, ceux qui pensent qu'à la télé ou dans les journaux, on ne doit pas en parler, alors qu'on fait même pas 200 000 téléspectateurs ou 50 000 ventes pour notre canard, le truc, ça fait 1,5 milliard sur les réseaux. Je pense qu'il est temps de répondre à tout ça. Je crois qu'il faut le comprendre, et il faut répondre à tous ces sujets. Et donc, voilà un outil pour essayer de répondre. Et j'espère qu'il vous sera utile. En tout cas, je serais ravi d'en discuter avec vous à différentes occasions dans les semaines qui viennent. Eh ben, écoutez, merci beaucoup. J'en profite pour vous lire quelques commentaires que j'ai eus. D'ailleurs, d'abord, un grand bravo à Nathalie Rhodes, ou Rhodes, je ne sais pas, qui nous dit avoir eu 14 sur 20 au quiz. Vous avez éclaté la moyenne, Nathalie, bravo. Top. Je réponds à Carole. Les ateliers pédagogiques que vous avez vus de la part de Lila, ils sont gratuits, ils sont disponibles sur le site Europresse. Donc après, à vous de les construire dans la plateforme Europresse, d'aller chercher les articles, tout ça, mais vous avez une équipe support pour vous accompagner. Mais oui, ils sont gratuits. Merci à tous ceux qui nous remercient. Vraiment, c'était un plaisir de passer ce moment avec vous. Merci pour tout ce que vous faites. Moi, j'aimerais passer la parole à Damien, à Thomas et à Lila, si toutefois elle est encore là, pour peut-être un dernier mot, un dernier message à nos professeurs. Damien, je te laisse commencer. Oui, très rapidement. Merci d'abord à vous pour votre engagement, pour votre implication au quotidien sur ce sujet de l'éducation aux médias. On a besoin de ça, on a besoin de relais aussi, on a besoin d'outils, d'imaginer de nouveaux outils. Et Thomas en a montré un qui est très parlant et très efficace. J'aurais peut-être plus de mal à imaginer un news truck en intelligence artificielle, mais bon, qui sait. Elle se complète parfaitement. Les autoroutes de l'information. Attends, avec un pilote automatique en avatar. Voilà. On demandera à Elon Musk s'il ne peut pas nous construire ça. Donc voilà, et merci à vous d'organiser ces rencontres. C'est important qu'on puisse, nous, acteurs de terrain, journalistes aussi, dans nos médias, dire que voilà, on peut faire des choses, on est disponible, il faut avoir parfois un peu d'imagination, un peu de résistance, mais on est là. Merci. Thomas, un dernier mot? Moi, je voudrais remercier effectivement, comme Damien, à la fois Europresse et Cision d'avoir organisé ce webinaire. Vous dire à tous merci de votre attention et surtout que je sais par expérience que dans vos rôles d'enseignants, vous êtes souvent un peu seuls confrontés à ces phénomènes-là. Nous aussi, on est souvent un peu seuls à la fois dans nos métiers ou dans nos rédactions face à ces sujets-là. Mais en fait, non, on n'est pas tout seul. Et le simple fait de savoir qu'on est plus nombreux et que on existe aussi, je pense que ça doit aussi nous rassurer dans les moments où c'est plus difficile. Là, on passe tous un moment très agréable, donc tout ça a l'air très facile. Lutter contre la désinformation, c'est plutôt quelque chose de difficile et parfois même d'un peu douloureux. Donc voilà. Et dont les professeurs en ressentent les conséquences directes. Oui, non, mais bien sûr. On a systématiquement une pensée pour Samuel Paty, Dominique Bernard et pour tous les collègues qui vivent dans d'autres mesures, d'autres formes de violence, de harcèlement ou de limites dans leur capacité professionnelle ou d'expression pédagogique. Sachez qu'on est conscient de tout ça et que dans le maximum de nos capacités, on essaiera d'être des soutiens, des aides, des relais et que vous pouvez compter sur nous. Voilà, n'hésitez pas si vous voulez me contacter directement sur Instagram par exemple, parce que je ne vais plus trop sur Twitter, il y a trop de gens bizarres dans cet endroit-là. Mais n'hésitez pas si vous voulez échanger. Vous pouvez parler à l'avatar ou au vrai. C'est toujours le vrai qui répond parce que les mots resteront des mots humains. Merci à vous tous et merci Cindy d'avoir organisé. De rien. Et Lila, un dernier mot avant de quitter tout le monde. Je précise que je vais vous envoyer un mail avec tous les liens vers les ressources, tout ce dont on vous a parlé. Donc voilà, le lien vers le quiz, lumière sur l'info, vers Conspi Hunter, les coordonnées. Donc voilà, vous aurez tout. Lila, je te laisse le plaisir de conclure cet atelier, ce webinaire. On ne te voit plus, mais on t'entend.
C'est très gentil, merci. Donc j'ai perdu l'image, mais c'est pas grave. À nous aussi de remercier les journalistes et puis les éditeurs, puisque c'est grâce à eux qu'on existe, et surtout les enseignants, les professeurs documentalistes avec qui je travaille au quotidien. Je voudrais vous remercier pour les échanges très riches que je peux avoir avec certains d'entre vous, et puis tout le travail que vous faites pour nos élèves, pour mes enfants qui arriveront dans vos classes tôt ou tard. Et merci à Damien et aussi à Thomas pour tout le travail qu'ils font pour aider chacun d'entre nous à mieux se débrouiller avec l'information et surtout, malheureusement, la manipulation qui est là au quotidien. Donc, vraiment, un grand merci. Et merci à toi, Cindy, évidemment. Je vous en prie. Écoutez, je vous souhaite à tous une très bonne journée, surtout une super semaine de la presse, et puis pourquoi pas un mois de la presse, une année de la presse, parce que la résistance commence. Voilà.